Donc, droit de mutation à titre gratuit, pacte du travail et holding. Rappel sur le calcul des droits de mutation à titre gratuit et ensuite nous focaliserons l'intervention sur le pacte du travail et plus particulièrement, donc d'abord une synthèse du pacte du travail et plus particulièrement l'adjonction avec une holding, l'articulation avec la holding, qui est un des aspects les plus complexes du pacte du travail. Mais on va essayer de simplifier et vous me direz si j'ai réussi à simplifier. Donc le résumé du pacte du travail, il faut bien toujours se raccorder à la philosophie du législateur lorsqu'il a instauré un dispositif fiscal. Et selon une réponse ministérielle, il y a d'autres textes, notamment des cours de cassation, mais celui-ci c'est une réponse ministérielle du travail et donc a été instauré afin de favoriser la stabilité du capital des entreprises et de répondre au phénomène de délocalisation des contribuables et des patrimoines. La stabilité donc du capital. Et en contrepartie d'une durée de conservation des titres qui varie le plus souvent de 6 ans, voire de 4 ans si l'engagement collectif est réputé acquis, j'y reviendrai, eh bien, en contrepartie donc de cette conservation, la loi accorde un abattement de 75% pour le calcul de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Les droits sont calculés sur 25% de la valeur de l'entreprise. C'est un cadeau. Et en plus, si il s'agit d'une donation réalisée en pleine propriété avant les 70 ans du donateur, eh bien, en sus, on applique une réduction des droits de mutation à titre gratuit, ici de 50%. Mais le gros de l'avantage, c'est l'abattement de l'assiette fiscale de 75%. Donc, en contrepartie, pour assurer la stabilité des entreprises, conserver les titres 6 ans, voire 4 ans, si l'engagement collectif ou unilatéral de conservation est respecté. Voici le principe de calcul des droits de mutation à titre gratuit. Donc ici, on fait une transmission éventuellement, donc on regarde la valeur vénale, la valeur du marché. Transmission de la nue propriété, on va appliquer l'abattement du 669 du Code général des impôts selon l'âge de l'usufruitier. Ensuite, tout de suite après, on pratique l'abattement de 75% du travail. Après, on a l'abattement le plus souvent de 100 000 €, donc en ligne directe descendante. Le tarif, qui là varie aussi en ligne descendante après l'abattement de 100 000 € de 5 jusqu'à 45% au-delà d'1,8 million. Et ensuite, on a la réduction de 50% s'il y a eu une donation en pleine propriété avant 70 ans et l'abattement va se reconstituer tous les 15 ans. Voici le barème du 669 du Code général des impôts qui dépend de l'âge de l'usufruitier. Donc si j'ai 55 ans, eh bien, on fait la règle du complément à 10. 10 moins 5 égale 5. 5 dixièmes pour l'usufruit et donc 5 dixièmes pour la valeur de la nue propriété. On pratique l'abattement de 75%. Donc ici, vous avez un exemple. L'entreprise vaut 6,4 millions. J'ai 3 enfants donataires. Les parents donnent en communauté, ce que j'aurais dû préciser. Ça change quand même au niveau de l'abattement puisque chacun est réputé donner pour moitié. Et si je fais une donation en pleine propriété, vous voyez que l'abattement s'applique tout de suite après la valeur de la pleine propriété. Et si c'est une donation de la nue propriété, bien, ça s'applique après l'abattement du 669 du Code général des impôts. Mais ce qui est intéressant de voir, alors après on obtient la base taxable, après on divise par 3 puisqu'on va calculer les droits par enfant. On va pratiquer l'abattement de 100 000 € en ligne directe descendante. Après on va voir le net taxable et puis on va voir ici le barème donc de 5 à 45%. On obtient les droits de mutation à titre gratuit par enfant. Après avoir multiplié par 3. Et on obtient un total des droits de 94 000 €, 95 pour arrondir, pour une donation en pleine propriété.
alors que les droits sont de 61 000 pour une donation nue propriété. Vous voyez bien que le différentiel est faible. Dès lors qu'on pratique un abattement, alors il serait beaucoup plus fort si on n'avait pas l'application de l'abattement de 75%, mais avec l'abattement de 75%, ça va dépendre de la valeur totale de l'entreprise. Vous voyez que entre 94 000 et 61 000, la différence est faible. Et je vais sans doute avoir une préférence le plus souvent de faire une donation de la pleine propriété pour deux raisons. Pour deux raisons, parce que la première, c'est qu'une donation de la pleine propriété efface la plus-value relative à la pleine propriété, alors qu'une donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Premier point. Deuxième point, c'est que si je fais une donation d'Utreil nue propriété, eh bien les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Or, vous me connaissez maintenant chez moi, je donne, mais je garde les pouvoirs. Donc, j'aime pas. Bon, voilà. Et on verra, on n'aura pas le temps de voir ici, mais ne jamais commencer par du démembrement de propriété avec un Dutreil. Parce que si vous faites, surtout s'il y a une holding, parce que si vous faites ensuite un apport à une holding, même dans la holding, les pouvoirs de l'ancien usufruitier, eh bien, ils doivent être strictement limités à l'affectation des bénéfices. Et j'ai une réponse ministérielle dont la validité est douteuse, mais qui dit que la perte des pouvoirs de l'usufruitier est irréversible. Même après le pacte Dutreil, eh bien, l'usufruitier n'est pas censé pouvoir retrouver les pouvoirs qu'il avait avant la donation. Donc, méfiance. Voici les abattements. Donc ici, 100 000 en ligne directe descendante, 31 865 pour les petits-enfants, et une réduction de 50% des droits de mutation à titre gratuit pour une donation en pleine propriété avant 70 ans. Et la réduction est applicable d'ailleurs avec des sociétés dites interposées. Deux niveaux d'interposition. Le pacte Dutreil, on va le voir, autorise les donations des holdings, donc jusqu'aux deux niveaux d'interposition. Droit de mutation avec le pacte Dutreil. Donc le pacte Dutreil s'applique uniquement pour les transmissions d'entreprises opérationnelles. Donc on va parler ici du 787B du Code général des impôts qui concerne les sociétés. On va délaisser le 787C des entreprises individuelles. Et pour les sociétés, ça s'adresse donc aux sociétés opérationnelles et aux holdings animatrices. Donation et succession en pleine propriété, en nue propriété, voire en usufruit. Et on va pratiquer un abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Plus, éventuellement, la réduction de 50% pour une donation en pleine propriété avant 70 ans. Voici l'exemple, donc ici j'ai pris un exemple, un donateur, moins de 61 ans, deux donataires, donation en pleine propriété, sans Dutreil et avec Dutreil. Vous voyez, le différentiel est important. Sans Dutreil, on a 1 600 000 de droits de mutation à titre gratuit contre 103 000, 10 fois moins, avec un Dutreil. Donc je dis que, vous voyez, quand même sur 5 millions quand même. Donc je dis que vraiment, c'est péché pour le chef d'entreprise de ne pas utiliser le dispositif Dutreil. Ce qui freine, c'est que bien souvent, j'entends les dogmes qui disent « Ah, les enfants sont trop petits, j'ai pas d'enfant repreneur. » Voilà, et donc il est beaucoup trop tôt. Non, il n'est jamais trop tôt, puisque vous savez qu'on peut donner et garder les pouvoirs. C'est tout l'intérêt. Et notamment, on va le voir, l'utilité d'une holding avec un Dutreil. J'ai mis ici, j'ai indiqué les coûts
sans du trail et avec du trail selon la valorisation de l'entreprise de 2,5 millions à 20 millions. Donc quand la valeur, et plus la valeur est forte bien sûr, plus l'écart est important. Mais ici c'est une donation en pleine propriété, donc on obtient, vous voyez, 8 millions pour une donation en pleine propriété d'une entreprise qui en vaut 20, c'est le graphique de droite extrême, alors qu'on obtient 10 fois moins, 840 000 pour du trail pleine propriété. Et si je donne la nue propriété, alors vous voyez que l'écart est très fort pour une donation pleine propriété et nue propriété sans du trail, puisqu'on passe de 8,4 millions à 3,9 millions. On divise par 2 à l'âge de moins de 61 ans, on divise par 2 les droits de mutation à titre gratuit, alors qu'on les réduit quand même de 200 000. On avait un peu plus de 800 000, de 200 000 avec le pacte du trail. Donc vous voyez que l'écart entre une donation en pleine propriété et une donation en nue propriété est assez faible. Ça dépend de la valeur de l'entreprise. 200 000 c'est quand même beaucoup, mais est assez faible quand même. C'est pour ça que bien souvent, il vaut mieux donner la pleine propriété pour conserver notamment les pouvoirs. On a vu le mode de calcul des droits de mutation à titre gratuit et on va faire une synthèse du pacte du trail. Donc, présentation du pacte du trail, je rappelle, l'abattement de 75%, la philosophie, assurer la stabilité du capital des entreprises françaises et répondre au phénomène de délocalisation, la stabilité de l'actionnariat. Et j'invite toujours dans les actes à rappeler l'intention du législateur qui se conjugue avec les objectifs de mon client. Les titres éligibles, les sociétés opérationnelles, donc qui ont une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole, les sociétés holding animatrices et les sociétés interposées avec 2 niveaux. Société interposée, ça veut dire holding. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les sociétés interposées? Je traite le sujet dès à présent. On a ici la société opérationnelle. Ici, on a une holding H1 et ici une holding H2. Voilà, on a premier niveau d'interposition et deuxième niveau d'interposition. Ça va évoluer en fonction que H1 est une holding animatrice ou passive. Puisque si H1 est une société holding animatrice, à ce moment-là, elle est considérée comme une société opérationnelle. Et à ce moment-là, le niveau d'interposition, il va n'avoir qu'un 0 ici, donc un niveau d'interposition. Mais on va voir qu'il n'est pas si facile que cela que de vouloir rendre une holding animatrice. Je considère toujours qu'il faut partir de la réalité du terrain. Et quand j'ai des personnes qui disent « Ah, comment rendre ma holding animatrice ?» On est toujours dans le comment. Et voilà, la question qu'il fallait poser, c'était « Pourquoi ?» Et on va voir pourquoi. Le seul avantage d'ailleurs d'une holding animatrice, c'est le pacte du trail. Mais on ne rend pas une holding animatrice pour bénéficier d'un avantage du trail. C'est un raisonnement à l'envers. Régime fiscal de la société à l'IS ou à l'IR. L'IR, ça pique au niveau de la fiscalité parce que quand on a une IR à titre professionnel soumise aux plus-values professionnelles, la donation n'efface pas la plus-value. Même si on réduit la base taxable au droit de mutation à titre gratuit grâce au du trail, on aura l'impôt sur la plus-value. Donc voici l'abattement de 75%. Les sociétés opérationnelles, les holdings animatrices et on a l'engagement de conserver les titres. Et en fait, la présentation la plus commune du pacte du trail est la suivante. On dit que le pacte du trail, c'est simple, il y a 2 durées. Il y a un engagement collectif de conservation, ça veut dire que alors maintenant ils ont inventé l'engagement unilatéral de conservation, donc c'est moi seul qui signe le pacte, parce que je suis par exemple le seul associé, mais chez moi, j'associe les enfants, tous les enfants, avant la conclusion d'un pacte du trail, pour une action ou une part,
afin qu'ils soient signataires du pacte du travail, voilà, et non pas réputés signataires. Donc pour moi c'est systématique, hein. C'est un engagement donc collectif de conservation de 2 ans et il faut 3 conditions pour remplir l'engagement collectif de conservation. On doit avoir pour les entreprises d'un côté au moins 34% des droits de vote et 17% des droits financiers, durée de 2 ans, et l'un des signataires doit exercer une fonction de direction pendant toute la durée de l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission. Et après l'engagement collectif, alors ce qui est intéressant, ce qui est important à savoir, c'est que je signe un pacte et ensuite je donne. Eh bien, dans l'acte de donation, que ce soit un don notarié ou un don manuel avec un pacte adjoint, eh bien, le donataire s'engage à conserver les titres durant tout le reste de l'engagement collectif de conservation et durant toute la durée de l'engagement individuel de conservation qui dure 4 ans. C'est pour ça que je dis que le pacte du travail, c'est un sac de billes. Allez, on ouvre le sac de billes, tenez, mettez les billes, il faut au moins 34% des droits de vote et 17% des droits financiers, et après on ferme. Pourquoi? Parce que on s'engage à conserver, sauf exception. Mais comme on s'engage à conserver, eh bien je dis coucher, pas bouger. Dès la donation, même à la signature, je dis à mon client, couchez pas bouger. Si vous voulez bouger, ça peut vous remettre en cause l'engagement du travail. J'ai plein de personnes, de professionnels qui ne veulent pas s'engager sur le pacte du travail parce qu'ils considèrent que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, mais je leur dis, faites signer de toute façon, parce que sinon ils vont signer avec quelqu'un d'autre d'abord. Donc vous serez mieux à même de lui apporter conseil et puis vous dites à votre client, vous signez mais c'est coucher pas bouger. Hein. Je vous avertis que, par écrit, que tout mouvement de titre est susceptible de remettre en cause le pacte du travail. Après c'est un formulaire. Hein. Voilà. Et après les 6 ans, eh bien là on peut bouger, on peut procéder à des cessions de titres. Ou alors l'engagement collectif est réputé acquis. Il est réputé acquis si les 3 conditions se remplissent. Je détiens les titres depuis 2 ans. À moi seul, j'ai 34% des droits de vote et 17% des droits financiers et j'exerce la fonction de direction. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de nécessité de signer un pacte du travail. L'engagement collectif est réputé acquis et donc je donne et on rentre tout de suite dans l'engagement individuel de conservation. Alors, j'ai utilisé une fois celui-ci. Pourquoi? Parce que on va voir que, j'ai un inconvénient, celui-ci, notamment, c'est que si j'apporte à une holding, ce que je vais faire le plus souvent, eh bien, la direction doit être confiée à un donataire. Donc, le donateur perd tous les pouvoirs. Là aussi, c'est pour ça que, allez, si je m'y prends bien à l'avance, eh bien, j'ai bien les 6 ans devant moi, non? Ça, les 4 ans, c'est des situations d'urgence. Je rappelle l'enjeu des droits de mutation à titre gratuit avec mon entreprise de 6,4 millions. Je suis marié en régime de communauté, j'ai 3 enfants donataires. Eh bien, regardez, sans du travail 1,4 million, avec du travail pleine propriété 94 000 et nue propriété 61 000 euros. Donc, attention aussi dans la chronologie des opérations, l'ordre des opérations. Ce que font beaucoup de personnes, de chefs d'entreprise, ils vendent, ils disent « Waouh, quel pactole, c'est bien !» et après ils meurent, non? Donc, on a là 2 impôts. On a l'impôt sur la plus-value et ensuite les droits de mutation à titre gratuit. Ça fait mal. Pourquoi? Parce que si j'additionne les 2 impôts, je ne peux pas appliquer le pacte du trade. J'ai vendu l'entreprise, les liquidités, elles vont subir des droits de mutation à titre gratuit, non? Et donc, j'aboutis à un impôt total de 2,5 millions.
Alors qu'avec le pacte du travail, si je donne, la donation efface la plus-value, 150.0A du Code général des impôts, et ensuite je vends, si la valeur de l'entreprise n'a pas progressé entre la donation et la vente, eh bien à ce moment-là, j'ai qu'un seul impôt et j'ai 94 000 euros. Que choisissez-vous, chers clients? 2,5 millions ou 95 000 euros. Attention au démembrement de propriété. Pourquoi? Parce que si je vends, eh bien si j'ai donné la nue propriété, je n'ai effacé que la plus-value relative à la nue propriété. Et donc j'ai toujours l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit, non? Donc ça fait cher. Ça fait quand même cher. 1,4 million sans du travail et 800 000 avec du travail au lieu de 95 000 euros. C'est une raison pour donner la pleine propriété. Voici, voilà, par graphique, l'enjeu de la chronologie des opérations. Donc on a vu, alors 2,5 millions, j'ai supposé qu'on avait, en termes d'impôt sur la plus-value, le bénéfice d'abattement renforcé de 85%. Mais ça fait 2,8 millions si c'est le PFU à 30%. Et j'obtiens donc bien 95 000 euros pour une donation du travail en pleine propriété avec, je rappelle que la donation efface la plus-value. Vive la SAS, vive la société civile, notamment en holding et aussi en opérationnel évidemment, parce que je vais détenir des actions ou des parts de préférence qui fait que je vais pouvoir garder tous les pouvoirs. Quoi qu'il arrive. Donc même s'il y a du démembrement de propriété, même si les pouvoirs de l'usufruitier sont statutairement limités à l'affectation des bénéfices, il suffit que je détienne quelques actions ou parts de préférence, si c'est une société civile holding, eh bien voilà, je conserve les pouvoirs. Donc je peux donner pratiquement 99% du capital de ma société. Alors que si je suis en SARL pour bénéficier du régime TNS, pour ça que ça me fait sourire, parce que les économies, elles sont là, elles ne sont pas dans le régime TNS. Enfin, il y a toujours des régimes TNS, des économies à gagner, mais elles sont surtout là sur le capital, l'imposition du capital. Je ne pourrais, pour conserver les pouvoirs, je ne pourrais donner que 49% du capital, puisque dans une SARL, une part égale une voix. Je ne peux pas faire des votes pluraux. Donc, alors je prendrai la précaution d'indiquer dans les statuts que les actions de préférence ont les mêmes valeurs que les actions ordinaires, et je motiverai l'opération. Parce que l'administration fiscale pourrait dire, mais attendez, vous avez donné 99%, mais en fait, je considère que les actions que vous avez conservées valent beaucoup plus cher, donc vous n'avez pas donné 99%, vous avez en réalité donné 49%. Donc il faut motiver pourquoi les actions de préférence ont les mêmes valeurs que les actions ordinaires. Sociétés éligibles et sociétés opérationnelles, dès lors que l'activité civile n'est pas prépondérante, à l'IS ou à l'IR, les holdings animatrices, les sociétés interposées avec deux niveaux d'interposition, françaises et étrangères. Nature de l'activité, nature opérationnelle de l'activité, avec l'exercice à titre habituel et constant qui nécessite des actes précis et des diligences réelles. Attention notamment à la fonction de direction. Et l'activité doit être exercée pendant toute la durée des engagements. L'entreprise peut changer d'activité. Prépondérance de l'activité opérationnelle, on retient deux critères. Un critère basé sur le chiffre d'affaires. Il faut que le chiffre d'affaires tiré des opérations commerciales représente au moins la moitié total du chiffre d'affaires. Et on a un autre critère qui est sur l'actif brut, la valeur vénale de l'actif brut immobilisé et circulant affecté à l'activité opérationnelle représente au moins 50% de la valeur vénale de son actif brut total. Bon. Et donc, il faut faire l'addition après chaque exercice.
pour savoir si on rentre dans les clous. Mais on ne va pas le faire pour ça, mais vous voyez que ce critère de 50% de l'actif brut peut être intéressant. Je détiens un immeuble qui ne sert pas du tout à l'exploitation parce que j'ai déménagé et il est loué à un tiers. Eh bien, à ce moment-là, l'immeuble qui n'est pas affecté à l'activité opérationnelle, eh bien, peut bénéficier de l'abattement de 75% du trail dès lors que l'activité civile n'est pas prépondérante. Ce que ne permet pas d'ailleurs le du trail entreprise individuelle. Donc j'ai mis ici, oui, du trail applicable sur le critère de l'actif brut immobilisé. Donc en vert, les sommes sont supérieures à celles en rouge, l'immobilier professionnel plus le poste client est supérieur à l'immobilier privé plus la trésorerie non nécessaire. 2 mots sur la trésorerie non nécessaire. Attention, il va falloir peut-être apporter la preuve. Vous voyez, on a plein d'entreprises qui sont parfois gorgées de trésorerie. Eh bien, il faut s'assurer que la trésorerie est nécessaire à l'exploitation. Si elle n'est pas nécessaire, il va falloir la sortir. D'où l'intérêt aussi d'avoir ici une holding. Non, du trail n'est pas applicable, est inapplicable parce que les sommes en rouge sont supérieures aux sommes en vert. Holding animatrice bénéficiaire du régime. Alors ici, une holding il y a beaucoup de jurisprudence en ce qui concerne la holding animatrice. J'ai fait un dossier qui est disponible sur le site. Alors, on va passer tout de suite à la définition. Une holding est animatrice, 3 critères. Lorsqu'elle participe activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales, rend le cas échéant des services, les prestations de services. Et 3e critère, elle mobilise effectivement des moyens spécifiques. On ne le voit pas dans l'article 966 du Code général des impôts, mais dans l'instruction fiscale et la jurisprudence vient le confirmer. Attention à tous ces pièges, parce que je vois beaucoup de holdings qui ne sont pas forcément animatrices, mais qui ont passé des conventions de services, et notamment pour faire remonter de la trésorerie dans la holding et éventuellement pour pouvoir déduire de la TVA. Il va falloir distinguer entre holding animatrice, qui concerne la fiscalité des particuliers, notamment pour bénéficier du pacte du trail, voire de l'abattement renforcé pour délai de détention des sociétés opérationnelles. Et puis, il faut distinguer ça de la holding dite mixte, qui concerne essentiellement la TVA. Une holding mixte n'est pas forcément animatrice. Le critère important de la holding animatrice, c'est qu'elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales. Donc le premier critère qui va intéresser l'administration fiscale, c'est « Montrez-moi votre plan stratégique ». Donc quoi? Votre plan stratégique. C'est quoi ça? Pas de plan stratégique, pas d'animation. Je simplifie. Alors, voici les conditions à remplir. Animation effective, contrôle des filiales et subsidiairement des services spécifiques. Donc, être en mesure d'apporter la preuve de la qualité d'animatrice. D'ailleurs, on a 2 jurisprudences qui disent que lorsqu'une holding vient d'être créée, il est impossible de revendiquer le caractère animateur. Ce n'est pas parce qu'on a écrit des choses, il faut vraiment apporter la preuve de l'animation effective. Voilà. Ça change tout. Les effets concrets. Alors, la holding passive est éligible au pacte du trail en tant que société interposée puisqu'on a droit à 2 niveaux d'interposition. Donc, une société civile allière ne peut pas être animatrice. Mais, je vais donner les titres de la société civile allière qui détient la société opérationnelle. Je vais pratiquer un abattement de 75% à hauteur des actifs professionnels de la société opérationnelle. Tous les actifs détenus par la société civile allière ne seront pas éligibles à l'abattement de 75%.
C'est pour ça que je dis, sauf si la trésorerie est pléthorique, ne jamais être pressé de faire remonter de la trésorerie dans la holding. Parce que si la trésorerie nécessaire est dans la société opérationnelle, je vais pouvoir bénéficier de l'abattement de 75%, pas s'il a été remonté dans la société civile allière. Les sociétés des activités exclues, la location-gérance de fonds, exclusion pour le bailleur, titres et biens exclus, obligations, bons de souscription, immobilier, les comptes courants d'associés. D'ailleurs, avant de conclure un pacte du travail, il peut y avoir intérêt, il y a toujours intérêt à s'interroger, notamment sur l'incorporation des comptes courants au capital. Si ce sont des comptes courants non éligibles, si les comptes courants sont intégrés au capital, éligible à l'abattement de 75%. L'immobilier d'entreprise n'est pas éligible au du travail, sauf s'il est inscrit à l'actif de l'entreprise. Et on dit souvent ne jamais inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise. Bien ça peut être une exception notable. Donc ici, à gauche, à droite. À gauche, l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise, pas d'abattement du travail praticable sur l'immobilier. Oui, on peut avoir le bénéfice de l'IFI en tant que bien professionnel. Si l'immeuble est inscrit à l'actif, alors je vais avoir une préférence, on va le voir juste après, pour inscrire l'immeuble indirectement à l'actif de l'entreprise plutôt que directement, eh bien, s'il est inscrit à l'actif, directement ou indirectement, l'immeuble devient éligible au pacte du travail. Alors, voilà, là, par exemple, j'ai fait faire rapport, il s'agissait d'un hôtel. Les murs valaient cher par rapport au fonds d'exploitation et donc, qui était sous forme de SARL. On avait l'immeuble détenu par une société civile, eh bien, on va voir que vaut-il mieux apporter les parts de la société civile à la société d'exploitation ou est-il préférable que la société civile qui détient l'immeuble apporte l'immeuble à la société d'exploitation? Donc l'immeuble est détenu par une société civile à l'IR, deux choix possibles. Ou j'apporte les parts de la société civile à l'IR à la société d'exploitation, ou est-ce que la société civile à l'IR apporte son immeuble à la société d'exploitation? Quand on fait des structurations en capital, comme ça, eh bien, il y a deux questions à se poser. C'est qui contrôle qui? La deuxième question, mais qui ne s'applique pas ici, c'est où sont les liquidités? Ça peut le faire ici, puisque selon que les liquidités sont dans la société civile à l'IR ou à l'IS. Mais quand j'ai un apport, je suis rémunéré par des titres et non pas par des liquidités. Donc, bon, c'est moins applicable. Donc, j'apporte l'immeuble, enfin, la société civile apporte l'immeuble ou j'apporte les parts. Si c'est l'associé qui apporte les parts de la société civile à la société opérationnelle, la société exploitation, à l'IS, eh bien, vous voyez bien que ici, j'apporte la société à l'IS, je suis rémunéré, moi, apporteur, par des parts ou des actions de la société bénéficiaire de l'apport, la société d'exploitation, et comme organigramme, on a ici IS, IR, la société d'exploitation et la holding. Et là, je vais avoir le pacte du travail en donnant directement les titres de la société d'exploitation. Il n'y a pas de société à interposer ici. Alors que si c'est la société civile à l'IR qui apporte son immeuble, eh bien c'est elle, la société civile à l'IR, l'apporteuse, qui est rémunérée par les titres de la société bénéficiaire de l'apport. Et vous voyez que l'organigramme est renversé. On a IR et IS. Que préférez-vous, chers clients? Alors, je n'ai pas de préférence. Ça va dépendre de ses projets. Si c'est un investisseur, il veut encore investir, aller capitaliser, là, la formule, la première, est bien, IS, IR.
Et si c'est plutôt une opération patrimoniale, enfin vendre et profiter de la vie, eh bien, à un moment donné, ça le fera, hein, à moins de vouloir mourir riche, mais s'il veut profiter de la vie, la deuxième structure, organisation, s'y prête mieux. Parce que la société civile allière bien, vendra la société d'exploitation et les liquidités seront directement disponibles dans la société civile allière. Il n'y a pas de taxation d'un dividende, alors qu'il y a une taxation d'un dividende dans la première organisation, par exemple. Donc le deuxième est plus favorable pour la sortie des liquidités. Où est le cash? Et l'engagement collectif de conservation, donc je vais vous décrire les différentes phases, les deux phases du trade, mais en fait, le pacte du trade comporte 5 phases. Eh oui, bon. Alors, le premier, c'est l'engagement collectif de conservation. Mais avant la phase avant l'engagement collectif de conservation, bah, c'est la phase avant la signature d'un pacte du trade. Et là, il y a intérêt à réfléchir pour voir quelle organisation, quel organigramme je veux mettre en place. Parce que durant le pacte du trade, c'est coucher, pas bouger, non? Donc, voilà. Il va falloir que je regarde avant. Alors, la donation, ou le décès, on va parler de donation, peut avoir lieu dès la signature du pacte du trade. Il peut avoir lieu plus tard. Mais en tous les cas, il y a intérêt à ce qu'il y ait lieu dans les 2 ans, puisque sinon, on fait courir la durée de l'engagement collectif, on aura toujours derrière l'engagement individuel de conservation. Donc pour moi, je signe, et tout de suite, je fais donner. Et le petit sac de billes. Dès lors que je reçois des titres, eh bien, je m'engage dans l'acte de donation à coucher, pas bouger, à conserver les titres jusqu'à la fin de l'engagement collectif et je prends dans l'acte de donation l'engagement, après l'engagement collectif, de conserver durant l'engagement individuel de 4 ans. Donc voilà, c'est coucher, pas bouger, sauf exception. Voilà, il prend l'engagement individuel dans l'acte. Alors voici mes 5 périodes du pacte du trade. La première, c'est avant la signature. Je fais ce que je veux. La deuxième période, alors je vais vous dire à peu près les opérations autorisées et interdites, hein, mais ouais, j'ai un cours sur le pacte du trade et il doit faire maintenant 800 diapos. Hein. Donc coucher, pas bouger, là ça va. Hein. C'est quand on veut bouger que ça complique. Et quelquefois, je n'ai pas de réponse à certaines questions. Mais disons qu'avant le pacte du trade, je fais ce que je veux, non? En cette deuxième période, qui est relativement souple, les signataires peuvent entre eux procéder à des cessions. Voilà. Celui qui cède à un non-signataire perd le bénéfice de l'avantage. Les autres le conservent dès lors que le seuil de 34% et 17% et la fonction de direction est respecté. Donc c'est assez souple. Mais moi je ne l'ai pas cette période. Pourquoi? Parce que je signe et je fais donner. La troisième période, elle est dure, comme la quatrième d'ailleurs. Et durant la troisième période, après la donation, c'est vraiment du coucher, pas bouger. Sauf une exception, notamment, alors, sauf 2 exceptions, certaines opérations en capital et l'apport à une holding du trade, qui comporte plein de contraintes et plein d'interrogations pour moi. Donc je ne le fais jamais, la holding du trade. Alors c'est ce que tout le monde fait, hein, le LBO familial, tout le monde va faire du holding du trade. Non, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que notamment, on a vu que le dirigeant va perdre les pouvoirs. Mais ça, c'était ma pratique. Je ne demande pas de faire comme du Henri Royal. Et la quatrième période, la même chose. Tout est interdit, coucher, pas bouger, sauf exception. Opération en capital, l'apport à une holding du trade. Et une troisième exception, c'est que celui qui a reçu les titres peut à son tour les donner, mais uniquement à ses descendants. Vous voyez qu'il eût fallu réfléchir avant. Enfin, avant le pacte du trade, la signature, j'aurais fait plutôt une donation intergénérationnelle, tout simplement. C'était mieux, non? Voilà. On réduit, voilà, on passe une génération de droits de mutation à titre gratuit. Et après, donc la cinquième période, chouette, tout est libre. Je fais ce que je veux. Toutes les opérations sur titre sont autorisées.
L'engagement collectif de 2 ans, on a vu les 3 conditions, hein, 2 ans, 34% des droits de vote et 17% des droits financiers et la fonction de direction pendant toute la durée de l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission. Mais vraiment une fonction de direction effective. Hein. Possibilité de changer de dirigeant, mais avec des contraintes hein, quand même. Les signataires de l'engagement collectif, chez moi, j'associe les futurs donataires au capital de la société avant la signature d'un pacte du travail. D'ailleurs, il y a une incertitude sur le pacte du travail. L'avant-dernière version du travail, elle disait « Ah non, on ne peut pas faire un du travail si il faut impérativement faire rentrer les enfants au capital, préalablement à la signature du pacte du travail. » Et ils ont supprimé cette condition-là. Mais chez moi, la condition subsiste, parce que j'ai un autre texte qui dit que il faut être signataire de l'engagement collectif et non pas réputé signataire. Donc voilà. Donc je fais faire en sorte que tous les enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants soient signataires du pacte du travail. Entrée, sortie des associés, personnes physiques signataires et les personnes morales, les sociétés interposées. Alors, c'est compliqué, hein? À l'entrée de nouveaux titres par un signataire, ah non. Sauf exception. Voilà. Donc, dès que j'ai un nouveau signataire qui veut rentrer au pacte, ben, je fais re-signer un nouveau pacte, tout simplement. Pourquoi? Parce que si je fais rentrer un nouveau signataire, eh bien, à ce moment-là, l'engagement collectif doit être reconduit pour 2 ans. Je perds l'antériorité. Voilà. On peut faire un nouvel associé parfois. Bon, pardon, je reprends. Impossibilité de remettre des titres dans le pacte. Ça veut dire que le petit sac de billes, j'avais mis 3 billes, eh bien, je ne peux pas rouvrir le sac de billes pour remettre des billes dedans. Par contre, un nouvel associé peut se joindre au pacte. On va réserver cette possibilité uniquement parce que j'autorise une personne à sortir et le seuil de 34% ou de 17%, il est cassé. Et donc, j'ai envie d'autoriser l'acheteur à rentrer dans le pacte du travail pour que toutes les conditions soient réunies. Mais sinon, je perds l'antériorité du pacte. L'engagement collectif doit être reconduit pour 2 ans. Est-ce que le cessionnaire peut rentrer? Oui, s'il apporte l'ensemble de ses titres qu'il a acquis. La sortie d'un signataire. Alors, est-ce qu'un signataire peut sortir du pacte du travail? Oui, pour le cédant au profit d'un non-signataire, pour tous ses titres. Et oui, il y a la sortie pour les autres si les seuils de direction sont respectés. Et je préconise de signer toujours plusieurs engagements collectifs de conservation sur les mêmes titres, voire sur des titres différents et entre les mêmes signataires. Voilà, je peux avoir ce genre d'étoile. De sorte que si j'autorise l'un de mes enfants à sortir du pacte du travail, le pacte en vert, il va se casser. Le pacte signé avec l'enfant que j'autorise à sortir va se casser aussi, mais je vais préserver le pacte signé individuellement avec chacun de mes enfants. Mais à chaque fois, pour chaque pacte, il faut bien que je respecte et la durée, et le seuil, et la fonction de direction. Personnes physiques signataires ou réputés signataires, les ayants cause sont réputés, les héritiers de la terre, les terres sont réputés signataires du pacte du travail. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être réputé signataire. Pour moi, il est impératif qu'ils soient eux-mêmes signataires. S'ils sont mineurs, il s'agit d'un acte d'administration et donc un seul parent peut signer. Personne morale, les sociétés interposées, 2 niveaux d'interposition. Mais attention, pas si l'engagement collectif est réputé acquis. Et à ce moment-là, on a droit à un niveau d'interposition. Un des intérêts de la société interposée, ça peut être, mais il y en a d'autres, puisqu'on verra toutes les applications de la holding avec des exemples d'applications pratiques, mais concernant le pacte du travail, ça peut améliorer la liquidité des titres au sein de la famille. Je veux autoriser mon enfant
parce que lui, il n'est pas du tout intéressé par l'entreprise, il veut des liquidités, je l'autorise à sortir de la holding. Bon, je n'ai pas envie de lui racheter les titres, ben c'est la holding qui va lui racheter. Mais attention, hein, il ne faut pas qu'on soit dans la phase 3 après la transmission, puisque une société interposée après la transmission, en aucun cas, ne peut céder un seul titre soumis à engagement du trail. Elle peut céder des titres qui ne sont pas soumis à engagement du trail, mais en aucun cas, la cession d'un seul titre durant l'engagement collectif et durant l'engagement individuel, eh bien, rompt le dispositif du pacte du trail et les droits sont calculés comme s'il n'y avait pas eu de pacte du trail. Et souvenez-vous, 1,5 million au lieu de 95 000 €. Les sociétés interposées, donc on a H1 et H2, où doit être signé le pacte du trail? Eh bien, la réponse est la suivante. Si H1 est une holding passive, c'est elle qui doit signer le pacte du trail en tant qu'associé de la société E opérationnelle. Si la holding H1 est animatrice, le pacte peut être signé en dessous par H1, mais aussi par H2, puisque H1 devient opérationnel. La transmission, on a signé le pacte du trail, on a fini ici, on est engagé dans l'engagement collectif de conservation et on donne. Et c'est au moment de la donation qu'on a le bénéfice de l'abattement de 75%. Donc, donner sans attendre, parce que ça ne sert à rien de signer un pacte du trail. Et on a vu que la donation peut avoir lieu juste après la signature du pacte du trail. Et coucher, pas bouger, c'est le sac de billes. Là, après la transmission, c'est vraiment coucher, pas bouger, quoi, puisque j'ai pris l'engagement de poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme et je m'engage à l'engagement individuel de conservation dans l'acte de donation. Et si c'est une donation en nue propriété, attention, les statuts doivent limiter les pouvoirs de l'usufruitier à l'affectation des bénéfices. Donc, il faut regarder. Et 3 conditions à remplir par le bénéficiaire des titres: poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme, prendre un engagement individuel de 4 ans dans l'acte et exercer éventuellement la fonction de direction si le donateur ne l'exerce pas. Voici les opérations autorisées ou non au cours de l'engagement collectif, les opérations en capital au cours de l'engagement collectif avant la transmission et après la transmission. Et les cessions de titres avant la transmission et après la transmission. Donc voici les opérations qui mettent fin au régime de faveur. Tout au long de l'engagement collectif, le franchissement des 34 et des 17%, le non-respect de la fonction de direction et les cessions, ne me demandez pas pourquoi, mais les cessions, ça c'est un inconvénient des holdings, c'est que toute cession de titres de société interposée vont remettre en question le pacte du trail. Et avant la transmission à titre gratuit, les opérations en capital des sociétés opérationnelles, l'apport à une holding non signataire de l'engagement collectif de conservation et après la transmission à titre gratuit, toute cession couchée par bouger, toute cession de l'opérationnel ou de la holding va mettre fin au régime, sauf l'apport à une holding du trail. Donc l'idée c'est que tant que j'ai signé un pacte du trail en orange, en jaune, tant que je n'ai pas donné, les opérations entre signataires sont tout à fait autorisées. Je peux céder des titres à un non-signataire, d'ailleurs, celui qui cède perd le bénéfice de l'avantage, les autres le conservent dès lors que les conditions sont respectées. Mais là, l'associé de la société interposée, en aucun cas, ne peut céder des titres de la société interposée, y compris avant la donation. Et une fois que j'ai transmis des titres, là c'est vraiment du coucher pas bouger, quoi. Donc tout est interdit, sauf certaines opérations capitales et sauf l'apport à une holding du trail dès la transmission.
Et l'engagement collectif peut être réputé acquis dès lors que l'engagement collectif, je n'ai pas signé de pacte du travail, mais je remplissais les 3 conditions à moi seul. Fonction de direction, 34% des droits de vote et 17% des droits financiers, et la durée de 2 ans. Et à ce moment-là, il n'y a pas de pacte de signé, on donne et on rentre directement dans l'engagement individuel de conservation. Attention à la fonction de direction dans la holding du travail notamment. Attention à la fonction de direction, notamment si tous les enfants sont mineurs. Quand je fais un engagement collectif réputé acquis, il est impératif d'avoir un enfant repreneur. Voilà, on va dire ça comme ça simplifie. Et l'engagement individuel de conservation. Voilà, coucher pas bouger, l'obligation de conserver les titres 4 ans. Pas de seuil de détention exigé, c'est un engagement individuel. S'il y en a un qui vend, l'avantage va être repris pour celui-ci, mais dès lors que moi je garde, eh bien je vais avoir le bénéfice de l'abattement dès lors que je respecte les conditions de l'engagement individuel. La fonction de direction, on a vu qu'elle devait être exercée pendant toute la durée de l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, donc ça peut être éventuellement le donataire qui exerce cette fonction de direction. Tout est interdit, sauf les 3 exceptions, donc donation aux descendants, apport à une holding du travail et certaines opérations en capital. Sinon, tout est interdit, y compris donc les cessions de la société opérationnelle, qu'elle soit détenue par la holding ou directement, et bien sûr les titres de la société interposée.